Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette session. Je connais un grand nombre d'entre vous. Moi, je suis Eva Macaigne, directrice des programmes multi-acteurs au MOO. Et je suis ravie d'animer cette session avec Axel, que vous connaissez aussi beaucoup pour un certain nombre d'entre vous. Cette session du MOO Impact Club sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a commencé un petit peu à voir avec vous tout au long du programme, qui est la question de l'entreprise à visée régénérative, c'est-à-dire se questionner. Vous le savez, on a ce cadre des limites planétaires et se demander comment aujourd'hui nos entreprises, pour répondre aux besoins, vont pouvoir opérer tout en respectant ce cadre des limites planétaires, en veillant à ne pas participer à la destruction de la biodiversité, qu'on sait clé comme un maillon clé pour l'équilibre de nos écosystèmes planétaires et humains. Et la question aujourd'hui qu'on va essayer de se poser, c'est comment, au-delà de s'assurer qu'on ne détruit pas la biodiversité, comment est-ce qu'on peut même participer et contribuer à sa revalorisation et sa restauration. Un autre point essentiel sur lequel vous allez voir, on va beaucoup partager aujourd'hui, c'est la question aussi de la coopération. Ça, c'est une conviction forte qu'on porte au MOO et que vous avez vu aussi tout à travers les différentes sessions. Et c'est cette idée qu'aujourd'hui, si on veut atteindre ce changement de modèle, de société, mais aussi ce changement de modèle des entreprises, on doit changer de paradigme. Et pour ça, on doit le faire en collectif. On doit le faire avec les collectivités, les entreprises, mais aussi le monde académique, le monde des startups, des sciences, de la recherche, des citoyens. Et donc, en tant qu'entreprise, ça veut dire plein de choses différentes. Vous l'avez vu, on a déjà beaucoup parlé des coopérations avec sa chaîne de valeur, ses fournisseurs, notamment avec l'exemple de la Camif et le témoignage d'Emery Jacquia. Et aujourd'hui, on va traiter encore un autre aspect, c'est celui aussi de la coopération avec ses concurrents, qui est une valeur aussi qui peut sembler parfois complexe, mais qui est très importante. Donc pour tout ça, vous allez voir, je vais laisser Axel vous introduire notre intervenante d'aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne session. Alors, l'intervenante d'aujourd'hui est Sophie Robert-Velu. Elle est la directrice générale des activités chez Expanscience. Après 15 ans chez L'Oréal, Sophie rejoint Expanscience en 2019. Et Expanscience est un laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique indépendant français. Il a été fondé en 1950 et l'entreprise, pour information, a généré 325 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie plus de 1100 salariés. L'engagement d'Expanscience, elle a commencé en 2004, avec la signature du Pacte mondial des Nations Unies. Ils deviennent ensuite entreprise Bicorp en 2018 et ensuite entreprise à mission. Sophie Robert-Velu accompagne cette transformation en misant entre autres sur la coopération avec les fournisseurs, avec les clients et avec les concurrents. Sophie, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne vous connais pas, donc je vais me présenter. Ça va être un peu dans un seul sens, mais si on va vite, après, on pourra peut-être discuter en plus petit comité et échanger directement, bien sûr. Alors, je viens vous voir parce que, effectivement, j'ai été contactée par le MOO et que j'ai trouvé la création d'un lieu comme celui-là, comme un des éléments qui va nous aider à affronter le futur. Un lieu où les gens se rencontrent, réfléchissent à leur avenir, réfléchissent à leur ancrage territorial, cherchent des coopérations potentiellement sans avoir forcément un but précis, justement, parce que des fois, il ne faut pas avoir de but précis pour trouver la meilleure coopération possible. Et moi, je témoigne à la fois en tant que directrice de cette entreprise, mais aussi en tant que membre de la Convention des entreprises pour le climat, puisque j'ai fait la CEC de la première vague en 2021-22, voilà. Et ça fait partie de mon engagement de pouvoir aussi aller expliquer les méthodologies que j'ai apprises, les choses qu'on a essayées, les échecs aussi, parce qu'il y en a plein évidemment. Sans ça, on n'avancerait pas. Alors, hyper rapidement, parce que l'objectif, c'est pas de vous faire la retape sur la boîte, mais que vous compreniez juste ce qu'on fait dans cette entreprise, de manière à comprendre aussi comment on se change. Il y a plusieurs activités au sein d'Expanscience. C'est une entreprise qui est localisée, puisque son site de production principal est à Épernon en Eure-et-Loire.
Et puis il y a un deuxième site qui est un site de production uniquement d'huile d'avocat et de maracuja au Pérou. Alors, on a 2 sites de production exclusivement. Et au sein de ce site de production principal d'Eure-et-Loir, on fabrique 3 choses. On fait d'abord la marque Mustela, donc qui est une marque de soins pour les bébés et pour toute la famille, qui a été créée en 1950. Et j'en reparlerai après. On a aussi une deuxième activité. Alors, je vous ai montré des avocats, plein d'avocats, parce que tout simplement, il se trouve que dans les produits Mustela, il y a principalement, il y a 2 millions d'ingrédients comme dans tous les produits cosmétiques. C'est très compliqué de limiter la liste des ingrédients, même si on s'y attelle. Mais il y a un ingrédient phare qui est un avocat, une huile d'avocat et un perséos d'avocat, qui sont globalement des extraits végétaux à base d'avocat qu'on va sourcer directement justement au Pérou, très près de notre usine qui les déshydrate, qui les presse dans leur entièreté. Donc là, vous avez des images qui viennent directement de là-bas. Et en fait, on les presse complètement. Et puis, de cette huile qu'on ressort, on va garder en plus ce qu'on appelle le tourteau d'avocat, qui est en gros le fruit ce qui reste après la presse, cette espèce de matière très compacte. Et puis ça, on va en extraire végétalement des tas d'ingrédients actifs dans notre usine. Après, il y a une deuxième activité chez Expanscience. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, nos clients, mais j'aimerais bien qu'ils le soient, qui est une activité autour de l'arthrose et du bien vieillir. Et notamment, pendant des décennies, on a fabriqué un monomédicament qui s'appelle Piasclédine, qui est un médicament dans une classe qui a été déremboursée il y a une dizaine d'années maintenant, parce que service rendu pas suffisant, très clairement. Mais c'est un médicament qui, on va dire, a une action super long terme sur les articulations, sur la santé des articulations, où il y a aussi de l'avocat dedans. Mais une autre partie de l'avocat, donc comme ça on essaye de faire feu de tout bois. Et autour de cette activité de Piasclédine, en fait, on a appris beaucoup de choses sur le vieillissement de la population, comment bien gérer son vieillissement, comment prévenir des maux du vieillissement. Et du coup, on est en train de se réinventer aussi pour ne pas faire que ce médicament-là, mais justement aller traiter de manière beaucoup plus holistique le sujet du vieillissement. Et puis, il y a une troisième activité qui est autour de l'extraction végétale, parce que justement, comme on s'était mis à fabriquer nous-mêmes nos extraits végétaux pour Mustela et pour Piasclédine, et on s'est dit pourquoi pas vendre ces extraits végétaux à d'autres. Et donc on vend des extraits végétaux qui sont en grande majorité, pour le coup à plus de 80%, issus soit de l'upcycling, ou en tout cas de la seconde vie à des déchets, soit de coproduits alimentaires, soit issus de circuits qui sont, on va dire, soit Fair for Life, Fair Wild, donc vraiment aller chercher des sourcings, des approvisionnements qui soient les plus vertueux possibles, voire même vraiment essayer d'utiliser ce que d'habitude on jette pour fabriquer des ingrédients qu'on vend globalement à des géants de la cosmétique, L'Oréal, Estée Lauder, Chanel, etc. Et puis on est en train de se réorienter aussi vers la nutraceutique pour essayer de voir si ces ingrédients ne pourraient pas aussi être utiles à de la nutrition. Ça, c'est nos activités. Comme ça, vous avez une idée à peu près globale. Axel vous l'a déjà un petit peu dit, on a une histoire de transformation qui ne date pas de la CEC chez Expanscience. Pour autant, elle ne date pas non plus d'il y a 70 ans, il ne faut pas exagérer non plus. Donc la boîte a été créée en 1950 par le père de l'actionnaire actuel. Autour de l'idée vraiment finalement de s'occuper des familles et notamment des bébés, puisque le lendemain de guerre mondiale, Johnson & Johnson arrivait avec les Américains, vous connaissez bien ça ici dans la région, et Johnson s'est dit voilà, on va faire des produits tout faits, des ready-made autour du soin des bébés, ce qui n'existait pas du tout avant la Deuxième Guerre mondiale, et les femmes, parce que les mecs s'en occupaient pas, étaient quand même globalement obligées de passer énormément de temps à mettre des couches de produits les uns sur les autres, traiter les érythèmes fessiers, laver les couches aussi. Donc voilà, on était dans une autre époque. Et il y avait cette idée finalement d'avoir l'industrie qui apportait une réplicabilité de la même qualité. Vous pouviez acheter un produit, vous étiez sûr qu'il avait la même qualité à chaque fois. Et c'est pour ça que le côté industriel s'est beaucoup développé à cette époque-là. Le côté simplification des gestes, et puis j'achète un produit en m'assurant que c'est pas moi qui le fais, donc je sais qu'au moins il n'y aura pas de problème de bactéries, etc. Aujourd'hui, évidemment, on revient un peu en arrière sur ces sujets autour de l'industrialisation, mais c'est comme ça que ça s'est créé. Et le patron de l'époque, le fondateur de l'époque, s'est dit on ne va pas laisser ça aux Américains, donc nous aussi on va créer une marque pour les bébés avec des produits un peu 2 en 1 qui simplifient la vie des femmes, puisque c'était les femmes qui s'occupaient des bébés. Et puis ensuite, voilà, des décennies se passent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des
des apprentissages, mais aussi au fil des actionnaires, le fils du fondateur s'est dit moi je veux aller un peu plus loin. Il a été contacté par des amis d'amis qui lui disent il n'y a pas d'entreprise française qui a consigné le pacte de l'ONU, on a l'air con, etc. Donc il y avait vraiment l'idée de se dire il faut s'engager. Et du coup, il a signé le pacte de l'ONU en 2004 et ça l'a pas arrêté en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont signé le pacte de l'ONU puis qui n'ont pas fait grand-chose. Et lui, assez vite, s'est dit il faut qu'on se bouge, il faut qu'on comprenne en fait ce à quoi ça nous engage. Et donc, il a fallu une bonne décennie ensuite pour arriver à se changer un petit peu. Alors, à l'époque, on était sur des petits pas, une RSE à l'ancienne. Certes, c'était les années 2000, c'était relativement tôt, mais enfin, globalement, on est passé à des packaging, des emballages qui soient recyclables, ce qui aujourd'hui nous paraît un peu la base de la base, voire pas du tout suffisant. Mais bon, ils ont commencé par faire ça. Ensuite, ils ont beaucoup naturalisé les formules sur Mustela, puisqu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de scandales autour des produits de soins. Il y a eu le scandale des parabènes, etc. Donc, c'était aussi le moment où il fallait se changer. Mais ça ne suffisait pas finalement pour se dire qu'on était en train de changer radicalement notre modèle. Ils sont devenus certification Bicorp en 2018 avec un intérêt principal autour de Bicorp pour moi qui est que c'est un référentiel qui est mouvant. C'est-à-dire que vous commencez avec une certification Bicorp, puis en fait 2 ans plus tard, on va vous re-questionner, mais en vous disant tiens, on a changé la notation sur ça parce qu'entre-temps, on pense qu'il faut être plus exigeant ou parce qu'il y a une nouvelle norme qui est encore plus intéressante, etc. Donc en fait, ça vous oblige tous les 2 ans à vous remettre en question sur ce que vous avez mis en pratique. Un petit exemple tout bête, mais en 2018, on n'avait pas perdu de points par rapport à nos banques qui nous prêtaient de l'argent. En 2020, quand on a recommencé notre certification, on a perdu des points parce qu'on n'avait que des banques traditionnelles qui étaient considérées comme pas à impact et voire même qui continuaient à financer des projets autour du pétrole. Donc ça nous a permis d'adresser ce message à nos banques après en disant on vient de renouveler notre certification mais ce n'était pas grâce à vous. Donc c'est intéressant parce que du coup ça permet aussi d'engager des débats et des dialogues avec des gens qui ne s'y attendent pas forcément. Et puis en 2021, ça a été l'année où réellement on était sur la fin d'une décennie. Il fallait qu'on redéfinisse notre plan RSE pour 2030 et 2040. On voulait aller un peu plus loin et donner un horizon plus large que juste 10 ans. Et c'est le moment aussi où on a décidé de rentrer dans la CEC. Et en fait, on a réussi à faire converger 2 choses. Le parcours CEC qui a duré 9 mois et un travail avec nos équipes pour écrire la suite de l'aventure et la suite du plan qu'on appelle Impact, nous. Et c'est vraiment l'idée de faire converger finalement le travail des équipes en interne et les méthodologies que la CEC avait pu nous donner, mais aussi les angles. Et la même année, histoire d'être vraiment bien convergent, on est rentré dans le statut de société à mission, ce qui nous a permis de mettre dans les statuts de notre entreprise, mais si Emery était là avec vous, vous le savez déjà, autre chose que la recherche du pur profit, mais aussi d'autres objectifs de mission. Et dans nos objectifs de mission, on a intégré notamment la notion de créer ou de favoriser la constitution d'écosystèmes de coopération dans notre chaîne de valeur, parce qu'on s'est dit que c'était à la fois notre engagement, mais aussi que ça pouvait vraiment nous servir pour faire advenir notre feuille de route. Voilà, pour info, je n'ai pas encore changé, mais en 2023, on est maintenant à 336 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, nous ne sommes pas une entreprise décroissante. Nous ne sommes pas non plus une entreprise régénérative, que ce soit clair. On s'est donné ce cap-là, mais on sait que ça va prendre 15 ans. C'est extrêmement long, en fait. Et puis, il y a beaucoup d'inconnus, finalement, dans la notion de régénération. En revanche, viser la régénération, on pense que c'est la dynamique dans laquelle on peut se mettre et qui nous pousse le plus loin possible, en termes d'exigence et de matérialisation aussi de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour faire advenir ça. Et je vais vous en parler un petit peu plus profondément. On est 1100 dans l'entreprise, on est 14 filiales, seulement 13 qui sont opérationnelles et la 14e étant celle du Pérou qui est uniquement dédiée à la production d'huile d'avocat. Je ne vais pas trop rentrer sur le constat des limites planétaires, je pense que là-dessus vous êtes déjà super dedans, c'est très bien. Moi ce que je voulais juste vous dire, c'est ce qui moi m'a le plus frappé et qui m'a amené à vouloir aller plus loin, plus radicalement au sens de la radicalité, chercher les racines du problème et résoudre les racines du problème plutôt que de mettre des pansements sur des jambes de bois. Il y a plusieurs choses dans le parcours CEC qui moi m'ont impacté. La première évidemment c'est le franchissement les unes après les autres de manière très rapide ces dernières années des limites planétaires. La deuxième ça a été finalement que
En 2020, on a eu le Covid. En 2021, on a eu la guerre en Ukraine. En 2022, on a eu l'hyperinflation et la désorganisation en post-Covid de tout ce qui était commerce international. Donc, une chaîne logistique très désorganisée, très chère, beaucoup de retard, les ports qui étaient embolisés, etc. En 2023, on a eu les effets post-Covid de la Chine, puisque la Chine s'est explosé complètement d'un point de vue économique l'année dernière. Donc globalement, même si on ne veut pas se mettre de limite à la croissance, il va y en avoir qui vont se mettre toutes seules. Donc ce qui était intéressant, ça a été de pouvoir dialoguer aussi avec mes parties prenantes, que ce soit nos financeurs, actionnaires, mon DAF, enfin voilà, des gens qui, à la base, n'avaient pas forcément l'optique de se dire il faut décroître, etc. Mais c'est de leur dire finalement, on va subir des décroissances. On est déjà en train d'en subir par à-coup, avec des crises, qu'elles soient géopolitiques, commerciales, mais elles vont encore plus s'accentuer avec les dérèglements climatiques, avec la chute notamment des espèces vivantes et puis de la vie des sols. Donc il faut qu'on se prépare à devoir subir un certain nombre de chocs, notamment de décroissance. Et si on n'est pas prêt à opérer une entreprise qui soit en non-croissance, par exemple, volumique, ou en décroissance volumique, on va vraiment souffrir, voire même notre pérennité peut être mise en danger. Et donc, c'est déplacer le débat de pour ou contre la croissance ou la décroissance, mais c'est vraiment de se mettre sur la focale de toute façon, ça va nous arriver. Je vous donne un exemple très concret. Dans mon business, je vends des produits aux parents de bébés. La natalité est en train de s'effondrer partout dans le monde. Ça n'est pas qu'en France ou dans les vieux pays. Partout, la natalité est en décroissance. Meadows l'avait prévu dans son rapport Limit to Growth, c'est en train d'advenir. Donc, à partir de là, soit je shift mon business model, soit je me mets en situation de moins vendre certains produits. Donc, de toute façon, il y a des parts de décroissance un peu partout dans nos business dans les années qui viennent. Et puis, dernier point important, on a fait notre étude de matérialité, de dépendance à la biodiversité l'année dernière. Et cette année, on vient de calculer notre empreinte biodive. Mais c'est important de faire les deux. Notre dépendance à la biodiversité et notamment à des zones tropicales, puisqu'en cosmétique, vous achetez beaucoup d'huile ou de produits qui viennent de zones tropicales, que ce soit le karité, il y a beaucoup de boîtes qui achètent de l'huile de palme encore aujourd'hui. Donc, c'est des huiles, coco, etc., qui viennent de zones où les extinctions de masse vont être plus fortes, où les dérèglements climatiques et le stress hydrique va être plus fort, les événements extrêmes vont être plus forts de manière générale. Et moi, j'ai une dépendance de plus de 97% à la biodiversité dans mon business. Donc, on a un petit sujet. Alors, souvent, quand on se met face à l'idée de il faut que je devienne une entreprise qui est compatible avec les limites planétaires, voire même que je cherche à réparer les écosystèmes que j'ai contribué à détruire pendant des décennies, le comment est très difficile. C'est vraiment une question qui paralyse les gens. Et ce qu'on a appris pour le coup à la Convention des entreprises pour le climat, très vite, ça a été de dépasser cette question du comment. Et de plutôt se poser la question de si je me redirige, si j'arrive dans 10 ans, dans 15 ans à être une entreprise qui répare des écosystèmes, qui est au moins compatible avec les limites planétaires, ça donne quoi comme conséquences positives pour moi en tant qu'entreprise, mais aussi pour mes partenaires et ma chaîne de valeur. Et donc plutôt que de se dire comment faire, c'est de se dire et si j'y étais arrivé, c'est quoi les conséquences positives? Et le « et si », il est super intéressant parce qu'il va permettre finalement à chaque entreprise de se dire tiens, c'est vrai que tel client va bénéficier de ça, ça va coûter moins cher, ou il y aura peut-être plus de disponibilité. Ou si j'arrive à réparer socialement ou psychologiquement 30% de la population française qui souffre de dépression postpartum, par exemple, et si j'arrive vraiment à avoir une action qui empêche cette dépression postpartum, c'est combien de coûts évités pour l'État? Voilà, donc c'est cette notion de coût évité ou d'emmerde évitée, elle est clé parce qu'elle vous permet derrière d'aller chercher ses partenaires et de leur dire, en fait, ensemble, si on arrive à faire advenir mon truc, vraiment, on sera gagnants tous les deux. Et à plusieurs, on arrive beaucoup plus facilement à dépasser un certain nombre de difficultés. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Mustela. On s'est posé cette question. Là, je vous donne l'exemple de Mustela parce que c'est celui qu'on a traité dans la Convention des entreprises pour le climat. Et aujourd'hui, on est en train de dérouler ce plan sur l'ensemble de nos activités. Mais pour Mustela, la question a été de se dire « et si j'arrivais à faire des offres qui soient à la fois vraiment utiles, essentielles ?» Et la question de l'essentialité est importante parce que finalement, il n'y a pas tant que ça d'entreprises qui font du marketing et qui se posent cette question-là. Souvent, on réplique des produits existants sur le marché qui marchent bien sans trop se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce produit. Donc, l'essentialité de l'offre. La deuxième question, et si mes offres, elles étaient locales, vraiment locales? Et si mes offres, elles
contribuer à réparer les écosystèmes dans lesquels ces enfants vont grandir quand même. Donc plutôt que de leur donner des produits qui vont contribuer à détruire leur futur, il y a quand même une espèce de logique à aller chercher plutôt la réparation. Et alors du coup, ça nous a donné finalement les 3 grands axes sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui pour arriver un jour à être une entreprise qui répare. L'essentialité de l'offre, globalement, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de retravailler tout notre catalogue. On s'est donné du temps parce qu'on ne peut pas tout retravailler en un an. On est quand même une entreprise familiale, on n'a pas non plus des revenus phénoménaux. Et donc, les premières années, on a d'abord travaillé sur un premier prisme qui est de se dire « je m'autorise à lancer un nouveau produit à condition que quoi ?» Donc, par exemple, maintenant, on ne s'autorise plus à lancer un produit si on estime qu'il y a déjà des offres sur le marché très clean et qu'on ne peut pas faire mieux. On ne s'autorise pas à lancer un produit inutile. Alors, un exemple, au Brésil, il y a un an maintenant, on nous a dit on aimerait bien lancer des soins pour le cordon ombilical. Ça cartonne, il y en a plein sur le marché, c'est hyper valorisé, vraiment c'est top, etc. On veut que vous nous développiez un soin pour le cordon ombilical. Le cordon ombilical, vous sortez de l'hôpital, vous ne faites rien, il tombe et c'est fini. Donc, toutes les pros de santé nous disent ça ne sert à rien de mettre un produit sur le cordon ombilical. Mais les parents, donc c'est pour ça que l'utilité, ce n'est pas uniquement demander à vos utilisateurs. Vos utilisateurs, des fois, ils utilisent des produits qui ne sont pas utiles. Mais ils ont l'impression que ça leur sert. C'est peut-être utile pour leur mental. Ils se disent, je fais quelque chose. Et c'est vrai, je peux comprendre, mais il faut qu'on leur donne un autre truc à faire plutôt que ça. Donc là, on leur a dit, non, il n'y a aucune utilité à faire un soin pour le cordon, donc on ne va pas lancer ce produit. Mais c'est un certain nombre de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour le Brésil en moins. Enfin, en moins. Disons qu'ils n'auront pas ce chiffre d'affaires-là, mais ils peuvent en faire d'autres. Après, il y a aussi dans le prisme le filtre pour s'autoriser à lancer une nouveauté, de faire des ACV. Donc là, on monte un modèle. Au début, on l'a externalisé. Maintenant, ça y est, on a une ACViste dans notre équipe. Donc ACV, analyse du cycle de vie des produits. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est vraiment, on va dire, le meilleur outil aujourd'hui, mais ça peut changer, il n'est pas parfait, qui nous permet de mesurer l'impact d'un produit sur la société, donc le travail humain, le travail des enfants ou pas, etc. Donc vraiment la redistribution aussi des richesses par rapport aux gens qu'on fait travailler, l'eau, les pollutions généralisées, le carbone, etc. Donc, et évidemment la biodiversité. Sur la biodiversité, il n'est pas parfait, le carbone est surreprésenté en ACV. Donc voilà, il faut avoir conscience des limites de nos outils. Néanmoins, c'est un très bon outil parce qu'il vous donne quand même un score global. Donc maintenant, on fait des ACV sur tous les nouveaux produits, sur toutes les catégories, et on va commencer à faire des ACV sur nos produits actuels du portefeuille pour les rénover et les modifier. Et puis, on a commencé aussi à travailler sur une offre qui soit très innovante dans le sens où personne ne l'utilise aujourd'hui ou très peu de gens. Par exemple, le solide, donc se passer d'eau dans un produit cosmétique. Un produit cosmétique, c'est 70% d'eau en moyenne, du robinet, qu'on ne paye pas, ou très peu en France. Clairement, le jour où il n'y a plus d'eau, il faut qu'on soit en capacité de savoir faire autre chose que des soins avec de l'eau. Donc, on a lancé un premier solide il y a 2 ans maintenant. Et puis, on a lancé un deuxième projet très expérimental qui était de lancer des machines de vrac. Alors là, je vous ai écrit multimarque, mais en fait, la première qu'on a lancée, c'était une machine de vrac Mustela. C'était pendant le Covid en 2020. Et puis, on a fait 2 ans d'expérimentation. Et on s'est rendu compte assez vite que c'était un super succès d'estime. Tout le monde adorait nos machines sur les réseaux sociaux, mais personne ne les utilisait. Donc, il y a un moment où on peut toujours se dire c'est super, ça m'apporte des consommateurs et une super image de marque. Mais finalement, c'est 0% de mes ventes et donc de mes usages. Donc là, on a contacté nos concurrents. On leur a dit, voilà, en fait, on a énormément d'apprentissage sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. On a entendu dire que vous vouliez vous lancer dans le vrac. Le mieux, c'est quand même qu'on y aille ensemble parce qu'on vous met carte sur table tous nos apprentissages, l'ACV qu'on a fait aussi, parce qu'en fait, ça coûte cher de faire une ACV sur du vrac. Ça vous permet de gagner énormément de temps et d'argent. Et en échange de quoi, on coopère. Et donc, on va aller ensemble ouvrir une machine de vrac dans un premier point de vente, puis dans d'autres. Et on se dit que si on a une machine plus grande, plus visible, avec plus d'offres, a priori, ça devrait mettre le pied à l'étrier des consommateurs, mais aussi surtout des pharmaciens qui, si on occupe 10 mètres carrés de leur pharmacie, ont plutôt intérêt à flécher les consommateurs vers cette machine, alors qu'avec notre toute petite machine, globalement, ils l'oubliaient complètement, les pharmaciens. Donc, ils étaient là, ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Donc, globalement, on n'arrivait pas à transformer des ventes de produits sous plastique en produits en vrac. Et on a lancé une première pharmacie avec nos 5 concurrents majeurs qui avaient topé
en juillet dernier. Et maintenant, on est à 6 pharmacies ouvertes. Ça se vend beaucoup plus. Ce n'est pas encore à la panacée, mais clairement, il y a eu un effet de masse pour chaque marque. Il y a vraiment une accélération. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que surtout, les marques qui nous avaient dit non au départ, quand ils ont vu que machin et machin, eux, ils l'avaient fait, etc., et ben en fait, ça y est, il y a un FOMO qui crée le mouvement. Donc, il y a d'autres consortiums qui se sont créés, concurrents, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les gens essayent. L'offre va commencer à devenir beaucoup plus pléthorique. Et puis, ils se mettent aussi à faire des tests sur de la consigne, etc. Donc, on sent que ce mouvement peut provoquer des échecs et des succès. On verra, mais en tout cas, une vraie courbe d'apprentissage. Voilà, après, ce qu'on a fait globalement, ça a été de dérouler en fait ces sujets-là de l'offre en pourcentage de notre offre. Donc au début, c'est tout petit. Puis il faut qu'en 2025, on ait 20% de notre offre qui soit disponible sur ces formats-là. Et en 2035, on veut plus du tout avoir de produits qui ne soient soit pas solides, soit pas en recharge, soit pas en vrac. Il faut que 100% des produits le soient. Et on a un investissement assez fort à l'usine puisqu'on va investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour se lancer sur l'éco-recharge de manière massive en interne dans notre usine, ce qui va nous permettre de baisser les prix et donc d'être vraiment pas sur une éco-recharge qui fait plaisir, mais en fait qui fait perdre de l'argent à l'entreprise. Nous, notre objectif, c'est vraiment que l'éco-recharge, ce soit la majorité de nos ventes. Donc pour ça, il faut qu'elle soit aussi rentable que nos flacons plastiques. Et ça peut paraître bizarre, mais en fait, non. Un flacon plastique, ce sera toujours moins cher que tout ce que vous voudrez faire. C'est-à-dire toujours. Il y aura toujours un gars pour vous dire « je te le vends gratos si tu veux, mais achète mon plastique ». Sur l'économie du plastique aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir. Il y a un vrai gain à polluer finalement. Donc il faut être extrêmement ambitieux et déterminé pour y arriver. Deuxième point important, quand on parle d'essentialité de l'offre, il n'y a pas que l'offre physique, il n'y a pas que ce qu'on extrait de la nature pour le mettre dans une bouteille. Il peut y avoir d'autres choses. Et alors là, on s'est vraiment recentré sur ce qu'on a appelé notre raison d'être. Pour Mustela, on a décidé que notre vraie raison d'exister, c'est d'aider les parents à élever en bonne santé leurs enfants sur une planète en bonne santé. Mais du coup, ça nous engage à aller à sortir exclusivement du scope des produits cosmétiques, lavants ou du soin pour la peau, mais vraiment d'aller vers le bien-être des parents. Et il est assez mauvais le bien-être des parents globalement. C'est-à-dire que le Covid a été un éclairage particulier sur les burn-out parentaux, etc. Mais c'est quelque chose qui date déjà d'il y a pas mal de temps. Il y a psychologiquement une éco-anxiété très forte chez les jeunes parents et chez les jeunes enfants, qui fait que c'est très compliqué pour les parents aujourd'hui de vivre leur parentalité avec bien-être et insouciance. Et on a commencé à creuser finalement quels étaient leurs besoins, quelles étaient les questions qui étaient non répondues, la course aussi des parents, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'aller chercher des informations ou des contenus à droite, à gauche. Ils sont aussi énormément sujets à des injonctions culpabilisantes, les mères particulièrement, mais les pères, ça manque pas non plus. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à aller creuser autour de contenu, de lieux de ressources. Alors vous, ça vous parle du coup, un lieu de ressources local. Et donc on a créé un premier exemplaire d'une maison des parents qui a été lancée à Paris pour 1 mois. On en a fait une deuxième, pour l'instant c'est des lieux éphémères. On en a fait une deuxième à Rennes en tout début d'année là. Et évidemment on ne le fait pas seul. Parce que tout l'enjeu c'était justement de se dire qui on est, nous en termes de légitimité et même de connaissances, si on se compare à l'association spécialisée dans la détection de l'autisme, par exemple, de manière précoce. Si on se compare à l'association spécialisée pour éviter les violences en famille, par exemple, qui augmente très fortement. Si je me compare à une sage-femme, finalement, elle a beaucoup plus de connaissances que moi. Donc, tout l'enjeu, ça a été de se dire, on va aller chercher dans chaque lieu où on va creuser et expérimenter, qui sont les gens sachants, qui sont les gens concernés. Donc, ce n'est pas uniquement que du sachant, hein, ça peut être aussi des collectifs de parents qui se sont unis pour faire de l'échange de savoir, des partages de galères, etc. Des pros de santé, des associations, d'autres entreprises privées aussi qui peuvent être, je ne sais pas, spécialisées dans la puériculture, mais en seconde main, ou dans l'économie de l'usage, c'est-à-dire s'abonner, louer des choses et ensuite les rendre. Parce que souvent, vous vous dites, le meilleur cadeau que je puisse faire avec la venue au monde de mon bébé, c'est de lui acheter une poussette neuve, c'est de lui acheter un baby cook neuf, etc. Et en fait, c'est une connerie, parce qu'au final, vous contribuez encore à générer du déchet et de l'émission de gaz à effet de serre.
ce qui est quand même la meilleure manière de porter préjudice au futur de ce bébé. Mais l'idée, c'est pas de culpabiliser encore les parents là-dessus, mais plutôt de leur proposer des solutions. Donc cette maison des parents, c'est un lieu de coopération. Pour l'instant, on n'a pas encore structuré le truc en consortium, mais c'est ça notre objectif, c'est vraiment de trouver finalement la structure juridique qui va permettre à tous les acteurs de cet écosystème d'être gagnants. Pour une association, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent, ça va être d'être en lien avec leur cible, tout simplement. Ça va être de pouvoir coopérer avec d'autres associations qui sont sur des domaines proches. Pour les pros de santé, ça va être d'un coup qu'une psy puisse parler à une sage-femme, parce que la sage-femme, souvent, est le premier réceptacle des dépressions postpartum. Elle ne les voit pas venir, elles ne sont pas du tout éduquées pour ça ou formées pour ça. Et donc, elles ont un énorme poids de culpabilisation en général quand il y a un problème. Alors que si elle se rapproche d'un psy dans le coin, bah d'un coup, ça y est, il peut se passer quelque chose. Il y a de l'interdisciplinarité qui se crée, etc. Donc, on est en train de voir que finalement, il y a des intérêts qui peuvent être tout à fait convergents à créer un consortium autour de ces maisons des parents. Et maintenant, on est même accompagné par l'ADEME pour essayer de le faire advenir de manière plus solide et pérenne. Et on s'est donné 7 ans pour trouver un modèle économique. On devrait y arriver en 7 ans. Pour l'instant, c'est donc de l'investissement à perte. Mais en vrai, ce n'est pas de la perte parce que tout ce qu'on apprend, finalement, nous renforce aussi dans notre lien aux parents. Voilà, donc là, je vous ai donné cet exemple-là. Il y en a plein d'autres de coopération et de vraiment de travailler à s'intéresser à nos utilisateurs et à nos usagers et à nos cibles plutôt que juste chercher à augmenter leur panier moyen, quoi. Là, c'était pour vous montrer un premier travail qui avait été fait même avant la CEC. Ça, c'était le Mustela d'avant. Donc, globalement, c'est l'enfant veut qu'on lui achète des produits. Bon. Il est blanc, plutôt blond et il est très retouché. Les coffrets sont bleus pour les garçons, roses pour les filles, et les femmes enceintes sont toutes nues et elles doivent être belles. Voilà. Donc ça, c'était le monde d'avant. Et aujourd'hui, on est plutôt sur la vraie vie. Hein. Donc moi, je trouve que c'est plus beau personnellement de voir une femme qui vient d'accoucher. Alors oui, ok, elle a un double menton, mais on en a toutes. C'est intéressant aussi de pouvoir dire, voilà, je suis très heureuse, j'ai envie de vomir. Enfin, dire aux femmes ce qui va se passer en fait pendant la grossesse, après la grossesse, c'est surtout après la grossesse qu'elles ne savent pas ce qui va se passer. Le postpartum, c'est quand même un énorme tabou de la société. Alors depuis quelques années, on en parle un petit peu plus, ça fait le buzz, mais on continue à avoir des Instagrammeuses qui ont un ventre négatif 3 mois après la naissance, etc. Donc il y a quand même un gros sujet sur la culpabilisation qu'on fait, et puis les modèles parentaux. C'est-à-dire que là, notre idée, c'est pas de promouvoir la parentalité homosexuelle, mais c'est au moins de montrer qu'il y a des femmes qui sont célibataires, enfin qui sont des mères célibataires, de montrer qu'il peut y avoir 2 mères, 2 pères. Donc c'est essayer d'arrêter de montrer qu'un seul modèle finalement, parce que ça fait partie aussi de l'inconfort de beaucoup de parents aujourd'hui de se dire je suis pas le meilleur parent du monde. Beaucoup de culpabilité. Vous vous souvenez, dans notre question générative, il y avait cette idée du utile, essentiel, et puis il y avait la question du local. Sur le local, il y a 2 choses. C'est moi qui sonne ou pas? Non, je pense pas, c'est bon. La première, ça a été de se dire, il faut qu'on arrête d'acheter des ingrédients à l'autre bout de la planète pour les faire venir à Épernon, fabriquer nos produits et les renvoyer partout dans la planète. Parce qu'on est dans 14 filiales, mais on est dans 100 pays, parce qu'on a des distributeurs aussi. Donc c'est des envois vraiment logistiques qui impactent beaucoup notre empreinte carbone. Donc on s'est dit, il faut qu'on apprenne à formuler des produits avec ce qui pousse autour de notre zone de production, enfin de notre usine. Donc on a commencé à chercher, alors c'est la Beauce, hein, donc c'est plutôt de la monoculture à perte de vue, avec de la céréale et du tournesol. Bon, en l'occurrence, le tournesol nous intéressait parce que c'est une huile et que la guerre en Ukraine ayant éclaté, on s'était rendu compte quand même qu'on avait tout notre tournesol qui venait d'Ukraine. Donc là, bonne petite dépendance, pas du tout fléchée. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on trouve des agriculteurs dans le coin qui soient en bio ou en conservation des sols. Donc on s'est formé aussi sur... et on est toujours en train de se former parce qu'il n'y a pas... aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir le bouton magique pour savoir quelle est la meilleure pratique agricole pour l'eau, le sol, mais en même temps sans glyphosate, mais en même... Enfin, voilà. Donc on avance en marchant petit à petit. Mais on a commencé à signer des contrats avec des agriculteurs du coin. Et là, aujourd'hui, on n'en est pas du tout à produire un produit, puisque l'idée, c'est d'apprendre déjà à formuler avec ce qu'il y a autour. Plutôt que de se dire, j'ai reçu un brief du marketing qui m'a dit qu'il voulait un produit qui fasse ci, ça, 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 ça. Je le fais avec tels ingrédients, puis je vais voir les acheteurs et je leur dis, trouve-moi ces ingrédients-là partout sur la planète,
avec la meilleure qualité, le meilleur prix, bah, d'un coup, ils se disent non, qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce que je peux faire comme soin vraiment utile avec ce que j'ai. Donc, c'est un peu de la permaformulation. Et du coup, très intéressant de voir que finalement, nos expertises de fabrication d'ingrédients végétaux chimiques, de transformation chimique d'un ingrédient végétal, vont nous servir parce qu'avec une seule huile de tournesol, je peux le différencier en plein d'autres sous-ingrédients. Et donc, je pourrais peut-être être capable, d'ici 2-3 ans, de faire un soin hydratant, par exemple, très basique, mais utile, mais qui soit à 100% fait avec le tournesol du coin. Voilà. Donc ça, c'est un apprentissage, c'est une évolution de nos métiers, de nos savoir-faire. Le jour où on sera capable de le faire, peut-être qu'on sera capable du coup de se dire, au Brésil, je vais trouver un partenaire qui va fabriquer un produit avec du beurre de coupoissou, par exemple, parce que c'est ça qui pousse là-bas. Et puis, aux États-Unis, ce sera autre chose. Donc, ça veut dire aussi que nos ingrédients, peut-être dans 20 ans, 15 ans, nos produits ne seront pas les mêmes d'un pays à l'autre. Mais au moins, la fonction sera la même. Il faut un hydratant, un protecteur solaire, un lavant, dans le code. Et je suis capable de les faire avec les ingrédients qui poussent autour. Voilà. Ça, c'est vraiment un changement de méthode. On n'y est pas encore, mais on commence à, sur les paillasses, on commence à avoir des produits qui sortent, etc. Ils coûtent pour l'instant 500 € à fabriquer, donc je ne suis pas encore en capacité de les vendre aux consommateurs. Mais voilà, c'est un chemin qui, je pense, est le bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, en cartographiant finalement les acteurs autour de nous, on a trouvé en revanche des choses beaucoup plus rapides. On a trouvé qu'il y avait la ferme de la Tremblay, qui est une ferme expérimentale du groupe Bongrain. Et en fait, cette ferme, elle avait un petit bassin de méthanisation. Donc, ils transformaient un certain nombre de leurs déchets en énergie. Et nous, on avait des bouts de lavage, c'est-à-dire quand on lave nos cuves après la fabrication des produits, etc. Et ces bouts, on devait les envoyer à 200 bornes de chez nous pour les faire retraiter avant qu'elles soient rejetées dans les circuits d'eau, etc. Ça nous coûtait beaucoup d'argent, ça demandait de faire des kilomètres en camion. Enfin, c'était pas efficient, quoi. Donc, du coup, on est allé voir les gars de la Tremblay, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne nourrir votre usine de méthanisation avec nos bouts de lavage? Ils ont dit, oui, on a besoin d'organique, en fait. Et donc, maintenant, 100% de ces bouts sont mises à 10 km de chez nous. Ça nous coûte plus d'argent et eux, ça les aide parce que ça leur permet de produire de l'énergie. Donc, et puis petit à petit, en fait, en tirant le fil, chez eux, à la Tremblay, ils avaient aussi une forêt bien gérée. Ils étaient passés sur une chaudière biomasse. Ils nous ont dit, nous, on a du coup du bois qu'on replante, etc. Si vous passez à une chaudière biomasse aussi, vous pourriez changer votre mix énergétique et utiliser ce bois qui vient de la forêt d'à côté. Et donc, on s'est dit, OK, on va étudier le truc. Et en fait, en changeant notre mix énergétique, en investissant dans cette chaudière biomasse, on va baisser de plus de 80% les émissions de gaz à effet de serre de l'usine, en étant en local. Donc, tirer le fil d'une coopération, ça nous a amené à un plan beaucoup plus large que ce qu'on imaginait. Et puis, dernier point de notre feuille de route, c'est la réparation. Si nos offres étaient réparatrices des écosystèmes où les familles vivent. Il y a deux choses pour réparer, plein de choses, mais disons qu'on s'est attelé à la protection de la biodiversité et notamment à la vie des sols. Et puis, évidemment, la contribution aux objectifs climatiques. Donc, sur les objectifs climatiques, je commence par ça parce que c'est le plus simple, entre guillemets, parce que ce n'est pas très simple, mais on a une trajectoire qui est validée par SBTi. SBTi, c'est bon pour tout le monde ou pas? Non. SBTi, c'est en gros une institution de scientifiques qui vont regarder si votre plan de décarbonation vous permet de contribuer au niveau d'objectifs climatiques planétaires des accords de Paris, donc en dessous de 1,5 degré, dont on ne parle plus, parce qu'en fait, ça y est, c'est fini, on n'arrivera pas dans les temps à être en dessous de 1,5 degré. Néanmoins, nous, on n'a pas changé notre trajectoire, donc on va contribuer à notre petit niveau pour que notre trajectoire, en tout cas, va contribuer à ces objectifs climatiques en dessous des 1,5 degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, on fait notre bilan carbone maintenant par rapport à 2019, qui est notre année de référence. Les premières années, à part au Covid, oui, ok, on a baissé notre bilan carbone au Covid, mais parce que c'est la méga crise, donc je ne le compte pas celui-là. Mais sinon, on était plutôt en croissance ces dernières années, donc en fait, on avait notre trajectoire, puis on avait notre bilan carbone. Et alors certes, il était plus bas que ce qu'on aurait eu si on n'avait rien changé, mais enfin, on n'y était pas. Et puis, je suis contente parce qu'en 2023, là, on vient d'avoir notre bilan carbone, on a enfin baissé en valeur absolue nos émissions de gaz à effet de serre. On avait commencé par baisser l'intensité, c'est-à-dire au produit
à chaque produit, si vous prenez, j'ai fait plus de produits en gros, mais chaque produit m'a permis de moins émettre de gaz à effet de serre. Sauf que si vous multipliez ça par plus de produits, de fait, votre bilan en valeur absolue augmente. Et là, on a réussi à la fois à augmenter, à faire une croissance de valeur de notre entreprise et pour autant à baisser notre bilan carbone en valeur absolue. Mais clairement, c'est lié à des baisses de volume. C'est très clair. Hein. La question, c'est est-ce que les entreprises sont en capacité justement au moins d'opérer en baissant leur volume, de ne plus viser la croissance en volume parce que c'est quand même celle-là aujourd'hui qui est corrélée au bilan carbone. Et puis, pour y arriver, il y a effectivement eu un peu des baisses de volume, mais aussi beaucoup d'actions. Il y a l'action sur le fret, donc le transport de marchandises. Le transport de marchandises, jusqu'en 2019, il était encouragé sur le maritime, mais beaucoup d'aériens, y compris sur Mustela. Donc, on a interdit l'aérien sur Mustela la première année. Tout de suite, ça a fait gagner quand même beaucoup en bilan carbone. Et puis ensuite, on a commencé à demander à ce que le fret aérien soit arrêté chez nos distributeurs de pièces Clédine. Et alors là, c'est eux qui sont responsables du fret. Donc eux, ils nous disaient « Non, mais vous êtes gentils, mais je fais ce que je veux en fait. C'est moi qui choisis mon transport. » Donc les commerciaux qui devaient dire « Bah non, là, ça serait bien que tu l'envoies plutôt en bateau. » Alors, non seulement je ne vais pas te livrer à temps parce que j'ai eu un petit retard de production, mais en plus, ce serait bien qu'au lieu de mettre 24 heures pour transporter les produits, tu mettes un mois. Donc ils se faisaient rironner, etc. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est dit « Ok, pour y arriver, la seule solution, c'est de faire des fresques du climat et de la sensibilisation à nos clients. » Donc les commerciaux qui avaient plutôt l'habitude de négocier sur du cash, du délai, etc., on leur a dit non, maintenant il faut que tu leur parles du futur de leurs enfants, etc. Donc gros changement de métier, mais hyper intéressant de voir qu'en fait, quand on leur donne les bons outils, au début ça gueulait, hein, mais on leur a donné les bons outils de créer, au lieu de quand on se voit par exemple, parce qu'ils voyagent beaucoup, les commerciaux aux distributeurs, et ils prennent l'avion dans tous les sens, etc. Et ils me disent « Ah non, j'ai vraiment besoin d'y aller 2 fois cette année, voir tel distributeur et tout. » Je dis « Très bien, vous y allez qu'une seule fois, mais tu as le droit de rester 2 semaines. Et tu leur fais le grand yalla, tu fais un super resto et tout, mais tu leur fais la fresque du climat. » Et donc finalement, les séjours et les rencontres commerciales avec ces gens-là étaient beaucoup plus impactantes parce qu'ils passaient une journée complète. À la fin, en général, vous avez peut-être fait la fresque du climat, mais on chiale, voilà. Donc en fait, ça crée des relations entre eux beaucoup plus fortes que ce qu'ils avaient l'habitude de faire finalement. Et ces relations-là ont entraîné des discussions qui ont permis de convaincre nos distributeurs de passer du fret aérien au fret maritime. Et donc là, il nous reste 3-4 pays sur l'Asie qui sont encore difficiles, un peu indécrottables ou qui n'ont vraiment pas beaucoup de stock, mais ça nous a permis de gagner énormément sur le bilan carbone. Et puis après, sur la biodive, le seul point que je vais citer, parce que la dépendance, elle est calculée, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être en capacité d'accompagner globalement le gros de notre empreinte biodive? Il est lié aux matières premières végétales qu'on source, d'accord, qu'on approvisionne. Comment on fait finalement pour être en capacité d'accompagner l'agriculteur qui bosse à l'autre bout de la terre, qui vend lui-même à 2 intermédiaires successifs avant que moi j'achète l'ingrédient? C'est extrêmement difficile. Donc là, l'objectif, c'est déjà de commencer à tracer de manière parfaitement claire de quel champ ou de quel agriculteur viennent quels ingrédients. Pour ça, on s'est encore équipé d'une coopération puisqu'on est rentré dans un réseau qui s'appelle Transparency One ou Trace, il y a 2 noms. Et en fait, là, c'est de gros acteurs de la cosmétique et de l'industrie alimentaire qui s'associent pour au moins exiger à tous leurs fournisseurs les mêmes grilles à remplir sur la partie traçabilité. Et d'avoir vraiment un seul outil, le même. Et puis, s'il y a Yves Rocher, Chanel, L'Oréal, Estée Lauder et Expansience qui rentrent dans ce sujet-là, eh ben, un gros groupe comme BASF, par exemple, qui est juste un géant et qui, moi, me réhonnait si je lui demande, si j'exige d'avoir la traçabilité, ben là, il a un peu plus de difficulté à dire non. Donc, clairement, l'association de tous les acteurs concurrents permet de pousser beaucoup plus les changements de normes, puisque le législateur ne fait pas suffisamment de normes, et d'arriver à ça. En attendant, nous, ce qu'on a fait, ça a été de se dire, il y a quand même un certain nombre de produits dans notre catalogue dont on sait qu'ils ont un impact négatif sur la biodive et notamment sur la vie des sols. Et c'est les lingettes qu'on a pointé du doigt en premier. Donc les lingettes jetables. Jusqu'à il y a 3 ans, l'ensemble du marché ne le disait pas aux consommateurs, mais le spun, c'est-à-dire le textile utilisé pour les lingettes, était composé un peu de textile et beaucoup de plastique.
Donc, quand il y avait des labos, enfin des marques qui disaient vous pouvez jeter vos lingettes dans les toilettes, par exemple, c'était un des gros menteurs. Et deux, ça provoquait quoi? Le bouchage des canalisations, avec un fric fou des collectivités territoriales pour déboucher ces canalisations partout dans le monde. Ça provoquait, quand elles étaient stockées ensuite en décharge, l'eutrophisation des sols, puisque le plastique, en fait, se dégrade, mais pas complètement, et donc il finit par arriver dans les nappes phréatiques, et c'est pour ça qu'on boit aussi du plastique régulièrement. Donc là, on s'est dit, il y a un premier truc à faire qui est de transformer notre spun de lingette, enlever le plastique, évidemment. Et en fait, on a su qu'il y avait du plastique dans ce matériau parce que le législateur, pour le coup, avait demandé à afficher qu'il y avait du plastique dedans. Et c'est comme ça que notre fournisseur nous a dit « Au fait, il y a du plastique dans le truc ». Donc, on ne le savait même pas. Donc, c'est intéressant quand même aussi sur à quel point les entreprises creusent ou pas, mais aussi à quel point les fournisseurs ne sont pas toujours obligés de vous dire ce qu'il y a vraiment dans les ingrédients qu'ils vous vendent. Donc là, on a évidemment changé cette matière. On est passé sur une matière qui est faite en cellulose, qui est compostable. Et donc, on a des lingettes aujourd'hui qui sont compostables en compost à la maison. Pour autant, tout le monde n'a pas un compost. En France, certes, il y a une loi depuis janvier, mais je ne suis pas sûre que... voilà. Donc, ça va mettre quand même un certain nombre de temps. Il n'y a pas de compost dans les lieux publics. Donc, globalement, on se fait plaisir. On fait des lingettes compostables, mais personne ne va les composter. Donc, on a quand même un petit sujet. Ensuite, on est présent dans une centaine de pays. La majorité de ces pays ne sait même pas ce que c'est qu'un compost. Donc, en fait, quand les équipes m'ont dit « Non, mais attends, on a des super lingettes, c'est les meilleures du marché, on va quand même pas s'arrêter là, c'est dommage et tout. » Je dis « Ouais, mais en vrai, le point, c'est il faut un geste d'exagération. Il faut aller plus loin. Il faut annoncer qu'on va arrêter. » Et donc, on a annoncé qu'en 2027, on arrêtait totalement cette catégorie-là, qui représentait en 21, quand on a pris la décision, non, en 22, elle représentait 20% du chiffre d'affaires en France. Et la France, c'est que 25% de mon chiffre d'affaires global. Hein. Donc, je sais que dans les médias, il y a beaucoup le 20% qui est sorti. Je suis toujours obligée de courir après l'info pour dire c'est pas non plus 20% de tout le chiffre d'affaires de tout le groupe Expansions. Et c'est certainement pas 20% de ma marge. Parce qu'évidemment, une lingette, globalement, vous vendez du sopalin imprégné avec un peu d'eau. C'est pas le truc qu'on vend le plus cher, c'est pas le truc qui apporte le plus de valeur au monde et c'est pas non plus celui qui apporte le plus de valeur à l'entreprise. Donc il y a un moment, ce truc-là va pas dans notre stratégie, nous apporte peu d'argent, détruit les sols, donc on va l'arrêter. Mais on a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent, qui me disent en même temps, si toi t'arrêtes, ça veut dire que tes consommateurs vont acheter des lingettes du concurrent qui seront moins bonnes que tes lingettes actuelles, etc. Donc c'est vrai, et c'est aussi pour ça qu'on s'est donné 3 ans, c'est que pendant ces 3 années-là, il faut qu'on accompagne nos utilisateurs. Il faut qu'on explique pourquoi on arrête, pourquoi on renonce, pourquoi eux peuvent renoncer aussi, mais aussi leur donner, encore une fois, des clés d'action. Par quoi je remplace ce geste? Est-ce qu'il y a d'autres parents aujourd'hui en France qui font autre chose, etc. Donc c'est vraiment travailler aussi sur la substitution. Je termine juste avec, il reste 4 slides, mais ça va aller très vite, pour vous dire que quand vous vous embarquez dans un truc comme ça, finalement, oui, il y a des galères, mais il y a quand même énormément de satisfaction et de gains et de plaisir et de succès. C'est important de les célébrer, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce chemin qu'on commence à emprunter, qui va durer beaucoup d'années, mais qui nous permet tout de suite déjà d'avoir un collectif qui est très engagé et qui a envie d'aller plus vite qu'avant. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, dans toute entreprise plus ou moins grande, vous allez avoir des moments où les gens sont écœurés, fatigués de leur job, perte de sens, etc. Là, ce qu'on voit, c'est que globalement, ce constat climatique qu'on a partagé ensemble et le plan d'action qui va derrière a plutôt donné des énergies et des ailes aux gens, avec un petit risque quand même, qui est que plus vous donnez ça, plus vous allez avoir des gens qui peuvent se cramer aussi. Donc il faut faire attention, parce que s'il y a vraiment plus de sens, c'est le bore-out, mais s'il y a beaucoup de sens, il peut y avoir un peu le burn-out du militant, qui est qu'à un moment, si on a un échec, par exemple, on le vit super mal, parce qu'on se dit c'est la fin du monde. Donc voilà, il faut protéger aussi les salariés de ça, en leur disant c'est pas toi tout seul qui, avec tes petits bras, va tout changer. Ça apporte du sens, mais pas qu'en interne. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que globalement, on est reconnu par nos concurrents, par nos clients, par nos fournisseurs qui ont envie de mettre la main à la pâte. Et ça, c'est assez nouveau finalement. Jusqu'à présent, il y avait cette idée de c'est l'ennemi ou même dans votre chaîne de valeur, finalement, il y a des relations de pouvoir et des tensions fortes
qu'on arrive beaucoup plus facilement à dépasser parce qu'ils ont vraiment conscience que nous, on existe globalement pour ça. Notre stratégie, il n'y a pas la stratégie commerciale et la stratégie d'impact. Il y a une seule stratégie qui est très cohérente. Voilà. Et puis après, intéressant quand même de voir aussi que quand on regarde concrètement, c'est les produits les plus éco-compatibles qui sont en croissance. Donc bon, ça nous rassure un tout petit peu de voir qu'on n'a pas non plus eu que des idées saugrenues. Après, bon, le politique et l'État sont curieux. Ça va, ça vient. Hein. Donc, il y a des années plus fastes que d'autres. Cette année, quand même, globalement, on est un peu déçus par voilà, l'absence de volonté politique au niveau national. En revanche, au niveau local, on a vraiment des préfectures, des régions, des mairies qui ont envie de faire des choses. Donc aujourd'hui, on se centre beaucoup plus sur l'idée de la coopération locale, parce que je pense que c'est ça qui va bouger, parce qu'en fait, les territoires voient le dérèglement climatique concrètement. Ils voient aussi la perte de lien social, ils voient qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Donc voilà, ils n'essayent pas d'opposer finalement les deux sujets. Maintenant, voilà, ça va être long, le politique, je pense. Et puis, important quand même de se dire qu'il y a une grosse victoire qui est que notre actionnaire accepte que le mot croissance, ce soit plus tout à fait l'alpha et l'oméga de notre entreprise. Donc aujourd'hui, quand on fait nos monitorings de performance, par exemple, on essaye, alors il y en a encore partout hein, quand on creuse, mais de ne plus mettre en rouge quand c'est négatif et en vert quand c'est positif. Enfin, faire en sorte finalement de changer le fond de récit avec lequel on a grandi, avec lequel on a été formé sur l'idée que croître c'est bien et décroître c'est mal. Et en fait non, c'est de se dire attends, quels sont nos vrais indicateurs de performance? Ce qui est plus difficile évidemment, c'est le flou des outils. Je vous en ai parlé sur le bilan carbone, sur la CV. La biodive, c'est un peu la terre inconnue. On ne sait pas trop comment le vivant peut se réparer. Est-ce que c'est vraiment à l'humain de réparer le vivant? Est-ce que c'est juste en lui foutant la paix qu'il va se réparer? Donc il y a quand même encore des choses où on n'est pas au clair. Mais ce n'est pas parce que tous les outils n'existent pas qu'il faut s'arrêter. En fait, il faut prendre l'outil tel qu'il est, l'utiliser pour se comparer d'une année sur l'autre et évoluer. Et puis accepter que oui, des fois, on va devoir améliorer l'outil et c'est comme ça. Après, j'ai un collectif de l'entreprise dont on avait peur qu'il y ait des problématiques, notamment sur les tensions sociales avec les IRP, avec les syndicats, parce que parler de localiser à l'étranger des produits, ils peuvent se dire, attends, et l'emploi dans tout ça, etc. Et en fait, on a joué beaucoup de transparence avec les syndicats, et aujourd'hui, on a plutôt un corps social qui est très moteur, mais aussi un corps syndical qui a compris que finalement, il fallait qu'on ait une forme de convergence. Alors, on s'engueule sur plein d'autres sujets, hein, bien sûr, mais je trouve que le dialogue social va dans le bon sens et cette transparence-là, elle nous permet vraiment d'avancer plus vite. Et après, il y a certaines personnes qui vont pouvoir être soit angoissées, comme je vous l'ai dit, par le burn-out du militant, mais aussi par le brouillard. Finalement, moi, quand on me dit « mais t'es sûr qu'en 2040 ?» je dis « attends, déjà ta phrase commence mal, je suis sûre de rien du tout. » Et en revanche, je suis absolument sûre que si on continue le business as usual, c'est Valérie Masson-Delmotte qui nous l'avait dit à la CEC, on va dans le mur et on est à 1 mètre du mur et on a encore le pied sur l'accélérateur, je la cite. Et du coup, je pense que là-dessus, je préfère encore tourner le volant vers un truc très flou où il y a un gros brouillard devant nous, mais avec un peu d'espoir qu'il n'y a pas de mur derrière, quoi. Donc là-dessus, alors ça, on va dire que ça ne tranquillise pas tout le monde non plus, hein, ce genre de réponse, mais il faut l'assumer. Et il faut aussi se reposer sur les forces de l'entreprise, c'est-à-dire être capable de dire c'est pas au chef de tout savoir en fait. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui sont pourtant des petits chefs de produits qui viennent de commencer, mais eux savent mieux que le CEO de la boîte si le bouchon il doit être bleu ou rouge, par exemple. Donc c'est accepter aussi de redescendre la décision au bon endroit et de responsabiliser les gens et de déléguer réellement les prises de décision. Voilà, et après, juste un sujet dernier qui est, en gros, j'ai essayé de vous résumer les 3 leviers du changement. Partager le constat, mais ça, je crois que vous l'avez tous fait dans votre parcours. Donc, effectivement, c'est quand même l'idée de se dire, il faut que notre activité, notre entreprise, elle ne détruise pas notre futur. Donc, à partir du moment où on a ce constat commun, la perte de sens, normalement, s'éloigne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous faites ça avec vos salariés, ils vont questionner l'utilité de la boîte très vite. Et c'est ce qui s'est passé en disant, oui, alors d'accord, mais donc du coup, dans ce monde pourri, etc., à quoi on sert? Donc, du coup, derrière, la deuxième chose à faire, absolument, c'est vraiment de se dire, est-ce que si on disparaît, ça va faire un truc ou pas? Et alors, des fois, on se dit, non, pas du tout, donc oui, donc on n'est pas très utile. Et du coup, c'est aller chercher l'utilité, donc pivoter sur certains business.
monitorer avec les bons KPIs, évidemment, c'est de se dire, si j'ai pas la bonne boussole ou les bonnes jumelles pour mesurer ma performance, si ma définition de la performance, c'est la croissance en volume, je vais jamais réussir à baisser mon empreinte carbone. Donc, c'est vraiment être capable de se dire, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que je vais mesurer à l'avenir, changer vraiment ces référentiels-là. Et faut pas s'en faire tout un monde. C'est relativement facile, en fait. Quand on avait fait la sélection, on avait rencontré des chercheurs qui nous disaient, voilà, il y a des expérimentations de bilan, triple capital et tout. Je me suis dit, voilà, c'est hyper expérimental et tout. En fait, non, pas du tout. On l'a fait. Donc, on a regardé tous nos investissements. On a acheté une nouvelle machine, par exemple. C'est combien en carbone? OK, si on met un prêt au carbone, ça donne quoi dans notre bilan? C'est pas très compliqué, finalement, de faire ça. C'est plein d'imperfections, mais ça vous permet quand même de prévoir l'avenir, de vous dire, finalement, il faut que j'investisse comme s'il n'y avait plus d'eau dans le futur. Il faut que j'investisse sur des trucs qui vont donc me permettre de faire du solide ou de faire moins d'eau. Il faut que j'investisse comme si le carbone allait être taxé. Et donc, la comptabilité en triple capital, c'est ça que ça vous permet de faire. C'est d'un coup de mesurer si votre entreprise, dans un monde futur où le carbone a un coût, où l'eau est rare, où le transport international est compliqué, est-ce que votre entreprise continue à être positive ou pas? En général, non. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un coup, ça vous permet, au moins en interne, de revoir vos priorités. Et je termine sur le 4e levier qui, pour moi, est très important, qui est de se poser la question vraiment du management ou du leadership que vous voulez incarner, soit vous en tant que top management de votre entreprise, soit les managers de votre boîte. Le modèle managérial doit changer. Le manager d'avant, c'était un manager qui était omnipotent, qui savait tout, qui avait la réponse à tout, qui pouvait lire dans le mar de café et qui globalement décidait, on escaladait en général les décisions très très haut, en tout cas dans les grosses boîtes. Moi j'ai fait 15 ans chez L'Oréal, ça a été vraiment ça. Et ce qui est intéressant là, c'est vraiment de se dire finalement un leader dans un monde à plus 3 degrés, il faut qu'il soit en capacité vraiment de questionner des choses très évidentes, de remettre en question des choses qui nous paraissent totalement évidentes parce que le monde va être très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les métiers vont être différents. C'est aussi accepter le changement de paradigme qui est vraiment de se dire les échecs, c'est pas un truc qu'on doit foutre sous le tapis. On doit dire quand on s'est planté parce que c'est la meilleure manière de ne pas les répéter. Les échecs, c'est aussi de très bonnes nouvelles. J'ai un échec là-dessus, au moins j'ai une certitude. Ça, c'est pas la bonne voie. Parce que sinon, en fait, on a plein de voies différentes et on ne sait pas quoi choisir. Donc, en fait, pouvoir fermer des portes des fois en se disant « ça ne marche pas », c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, c'est difficile de faire changer ça dans une entreprise parce que souvent, on a cette idée de partage des best practices, etc. Mais leur dire « non, célébrez aussi vos échecs et dites-le très haut », c'est pas si facile. Et puis après, de la transparence, accepter, assumer qu'on est fragile quand on est un leader, qu'on ne sait pas tout. Et puis, effectivement, s'appuyer sur ses lieutenants. C'est pour ça que je vous ai mis Luffy. Je ne sais pas si vous connaissez One Piece ou pas. Non? Ouais, quelques-uns. À lire absolument. Enfin, moi, j'adore. Et ça m'éclaire beaucoup, justement, sur le leadership, puisque c'est un jeune capitaine d'un bateau pirate qui veut être roi des pirates, mais pas du tout pour dominer le monde, juste pour être libre. Donc déjà, c'est la piraterie dans le bon sens du terme. Et ensuite, qui va s'entourer de lieutenants qui ont tous des compétences extrêmement précises qu'il n'a pas. Donc en fait, quand il y a un truc à faire et qu'il ne sait pas, il dit « ah non, mais ça, je ne sais pas du tout, demande à machin ». Et en fait, c'est très intéressant finalement de se dire qu'un leader, jusqu'à présent, avait ce côté, voilà, je sais tout faire, j'ai déjà tout expérimenté et donc je peux être un peu le Yoda de tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Et là, c'est chouette de pouvoir avoir des références et des modèles pour les jeunes générations, en tout cas, qui éclaire, je trouve, l'avenir positivement. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne de l'espoir de savoir que ce truc a été lu par des centaines de millions de gens. Voilà. Et puis, dernier truc, effectivement, traquer les injonctions contradictoires. Il y en a tout le temps dans les entreprises. Moi, j'en ai encore plein. Donc, encourager les gens à vous le dire. Typiquement, on a annoncé qu'on arrêtait les lingettes, mais on n'avait pas encore enlevé les primes sur les lingettes. Bon, les commerciaux, ils étaient fous. Et ils avaient raison. Donc, on a dit, ah ouais, pardon, on est allé un peu trop vite. Donc, voilà, il a fallu corriger. Et c'est OK, en fait. Il y en aura plein tout le temps pendant des dizaines d'années. Donc, l'idée, c'est juste que c'est pas tabou, en fait, et qu'on puisse dire, excusez-moi, ça, c'est pas très cohérent. C'est vrai, vous avez raison, on va changer les choses, etc. Voilà. Et puis, la fin, c'est... Alors, je sais que ça peut paraître hyper triste, mais en fait... Moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense qu'il faut se détacher de cette notion d'espoir, d'espérance. Je pense qu'il faut vouloir et que non, ça, a priori, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Donc la question maintenant, c'est
décidé d'emprunter le seul chemin réellement viable pour l'humanité. Ça va être difficile, mais on est obligé de prendre ce chemin-là. Donc, ne plus espérer et plutôt entrer dans la phase de la volonté. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est parfait, il nous reste une bonne vingtaine de minutes que je vous propose. Donc, on utilise vraiment pour des questions. On a la chance d'être en petit comité aujourd'hui, donc je pense allez-y et Sophie sera là pour y répondre. Bon, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'ai une première question. Ça me paraît très long, 15 ans. Et souvent, quand je l'entends en politique, c'est que les politiciens ne seront plus là, donc c'est souvent une bonne excuse pour plus tard. Du coup, je me dis que c'est le bon moment pour la poser ici avec tout ce que vous venez de nous expliquer. Et c'était hyper enrichissant. Et dans quelle mesure, en gros, on se rend compte qu'on tourne assez le volant, pour reprendre un peu l'expression de tout à l'heure? Alors, ce qui est hyper important, effectivement, et ça, c'est typiquement un truc qu'on a appris en marchant, c'est-à-dire que quand on a fini la CEC, on a tout de suite fait la fresque du climat à nos 1100 salariés, donc le côté constat climatique, etc. Ensuite, on leur a présenté le plan, la feuille de route impact à 2030 et 2035 et tout. Et en fait, ce qui était très intéressant, ça a été, évidemment, la courbe du deuil, c'est-à-dire gros désespoir d'une grosse partie de nos équipes. Ensuite, quand on leur a présenté le plan et qu'on a fait tout un travail d'appropriation, c'est-à-dire en se disant, tu dois sortir des 3 heures de formation en te disant, moi, personnellement, mon rôle dans cette feuille de route, c'est quoi au quotidien? Déjà, ça allait mieux. Mais ce qui manquait encore, ça a été les étapes intermédiaires. Et donc là, ce qu'on a fait plus récemment, ça a été de se dire, voilà, à 2030, ce qu'on veut obtenir. Alors, il y a plein de chiffres. Pour le coup, on est très concret sur ce qu'on veut obtenir. Le gramme de plastique par litre de jus, Mustela, le carbone, etc. On s'est vraiment donné des indicateurs très précis pour 2030. Et on avait donné quelques indicateurs intermédiaires, mais pas suffisamment. Et donc, ce qui a vraiment permis à tout le monde d'être rasséréné, ça a été de rajouter des intermédiaires d'intermédiaires. Donc, on a maintenant des indicateurs annuels qu'on va checker. Des fois, on se dit, là, on n'y était pas, c'est raté, mais celui-là, on a dépassé. Donc, ce qui te permet finalement d'apporter de la paix, mais aussi de l'énergie à tes équipes, c'est de pouvoir leur donner vraiment des objectifs très clairs, précis, point par point, à l'année, à 2 ans, à 5 ans. Et d'assumer, de se dire, voilà, celui-là, c'est complètement vautré, on a pris trop tard, donc on recalcule. Celui-là, en revanche, c'est bien, on l'a fait. Donc, c'est ça qui rend les choses concrètes, finalement. Et c'est ce qui fait aussi que l'entreprise n'est pas dépendante d'un CEO. Parce qu'effectivement, dans les plans de décarbonation des très grosses boîtes, je ne sais plus qui a produit ce truc, mais j'essaierai de vous le retrouver, il y a un tableau des très grosses boîtes mondiales avec le nombre de CEO pour arriver à la neutralité carbone. Donc, je vais dire des bêtises, Amazon, ils sont à 15 CEO de la neutralité carbone. Parce qu'en moyenne, un CEO dure 5 ans, ils ont calculé que... Donc, effectivement, plus il y a de temps, plus il y a finalement une espèce de dépersonnalisation du truc. Moi, je peux annoncer un plan de dingue, parce que je ne serai pas là dans 15 ans. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir se dire, non, on va mesurer chaque année ce qu'on a fait pour y arriver. Et on retravaille la trajectoire, etc. Donc oui, c'est un travail un peu besogneux. C'est sûr que sur un plan comme celui-là, vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas une personne quand même, au moins, ça dépend de la taille de la boîte et de la complexité du chemin à prendre, mais il faut des gens qui soient un peu dédiés, au moins sur justement ce monitoring de la performance. Et en revanche, il faut que ce soit le business et les gens vraiment de l'entreprise qui activent le plan. D'accord ? Donc, pour moi, la RSE n'est pas là pour baisser notre impact carbone. Elle est là, en revanche, pour donner les outils de mesure et justement pour updater. En disant, alors, cette année, on en est là. Pour l'année prochaine, on en sera là, etc. Et c'est vraiment qu'une question de petits pas. Enfin, des fois, c'est des gros pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas on fait rien, puis on verra bien dans 15 ans si on y est arrivé, quoi. Ça, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment fascinante et bravo à tout ce qui a été mis en place. Une première question, qu'est-ce qui a été Enfin, j'ai 2 questions en fait. Qu'est-ce qui a été le plus facile, étonnamment, pour vous?
Et qu'est-ce qui a été complexe? Ce qui est encore complexe, je commence par ça parce que c'est l'émotion en fait qui est complexe, l'émotion à gérer. C'est que quand on se prend cette mission, qu'on y croit et qu'on voit d'ailleurs que le collectif répond bien, et c'est peut-être d'ailleurs la réponse à ce qui a été plus facile, c'est que j'ai été surprise de voir à quel point le collectif de l'entreprise a super bien répondu. Après, on a fait les choses dans l'ordre, je pense que ça a été très bien fait, et on ne partait pas de rien. Il y a quand même une culture de ça dans l'entreprise. Mais en revanche, je pense que l'émotion à gérer, qui est de dire, voilà, dès qu'il y a un truc un peu difficile qui se passe, une déception, pas tellement en interne, plus dans ce que je lis, dans les journaux, voilà, quand Macron annonce qu'on va faire une pause dans la décarbonation, on n'a pas commencé en fait. Donc j'ai du mal à garder mon calme. Donc voilà, c'est plus l'éco-anxiété finalement qui fait qu'on pense que les gens sont éco-anxieux quand ils n'agissent pas, c'est vrai. Donc dès qu'on est dans l'action, ça résout des trucs. Mais il y a quand même des cycles. Et il y a des moments où ma directrice RSE, ça fait 20 ans qu'elle est dans le sujet. Et ben, elle a encore des moments où elle a des coups de mou. Je lui dis, mais toi, comment tu arrives à encore être déprimée pour un truc? Elle me fait, oui, c'est comme ça, on est humain. Donc, je trouve que ce qui est complexe, c'est d'arriver à garder cette force, cette énergie pour embarquer tout le monde. Alors qu'il y a des fois, on est humain et en fait, on se dit juste, on va jamais y arriver, c'est horrible. Voilà. Donc, c'est ça qui est dur. Donc, il faut arriver à avoir une hygiène, j'ai envie de dire, une hygiène de vie hyper... dans le sport, dans l'énergie, voir des amis, se préserver. Enfin, c'est ça qui est le plus important, en fait, c'est que vous duriez dans ce truc-là. Voilà. Et en revanche, effectivement, le plus facile, ça a été intéressant de voir que... Enfin, moi, j'ai bossé 15 ans chez L'Oréal, donc pendant ces 15 années chez L'Oréal, je voyais bien qu'il y avait des gens comme moi qui avaient envie de bouger les trucs, mais le son passait pas, quoi. C'était quand même difficile. Et en revanche, chez Expanscience, peut-être aussi c'est une question de momentum, de génération, je ne sais pas. Mais il y a une écoute, il y a une envie d'agir, une quête de sens qui fait que c'est quand même pas si difficile d'embarquer tout le monde, quoi. Voilà. Vous avez parlé de votre actionnaire. C'est comment est réparti le capital? C'est 100%? 100%. Ok. Une autre, on parle de baisse de volume, mais alors qu'en est-il des marges et même des prix? C'est-à-dire que comment vous vous y retrouvez en marge et puis du coup impact consommateur? Est-ce qu'on va pas vers l'hyperinflation? Ouais, si. Voilà. Et puis troisième question, c'est plus sur le local. Vous avez parlé de regarder ce qui était produit de manière agricole autour de chez vous. Est-ce que vous avez envisagé aussi de proposer aux agriculteurs de changer des productions? Oui, alors, donc je fais dans l'ordre. Donc bon, 100% de l'actionnariat, c'est une personne. Enfin, c'est mon président et son fils a un petit bout et sa femme, mais globalement, c'est mon président qui décide de tout. Donc ça, c'est simple. Enfin, qui décide de tout. Voilà, qui a le bouton, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dès les premières conversations, quand je suis rentrée dans la boîte, avant même de rentrer dans la boîte d'ailleurs, il y avait une crise chez Expanscience en France, en tout cas. Elle allait bien à l'étranger, mais la marque Mustela, notamment, elle n'est pas très bien en France. Et donc, je lui dis, faut jamais gâcher une bonne crise. C'est-à-dire que là, on a une crise, on va en profiter pour remettre à plat des choses, etc. Bon, après, on s'est enchaîné en plus avec le Covid, donc c'était parfait. En vrai, pour changer les choses, je pense que la crise, c'est quand même un très bon moment. Après, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, nos discussions ont tourné autour de vous cherchez la croissance ou vous cherchez la prospérité. Alors, ça peut paraître un truc de jeu de mots, mais en vrai, c'est très important parce qu'une entreprise familiale, elle a quand même comme objectif de pouvoir être transmise aux descendants, quoi. Et donc, la prospérité, la longévité de la boîte est la chose qu'on recherche. Et ça a été un énorme changement avec L'Oréal, où globalement, je parlais à des big boss qui, eux, de toute façon, étaient salariés. Donc, en fait, à un moment, on se dit, moi, je vais me barrer à un moment. Puis, donc, en fait, le parachute doré, tout ça, c'est OK. Là, on est face à quelqu'un, si je lui dis, non, mais si on continue comme ça, la boîte n'existera plus dans 20 ans, bah voilà, il est beaucoup plus à l'écoute. Donc ça change profondément les choses. Alors souvent, quand on est à la CEC et qu'on discute avec des boîtes du CAC 40, du coup, c'est difficile parce que plus une boîte est cotée en bourse, plus la gouvernance est diluée, plus c'est difficile de changer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut le faire avec d'autres leviers.
En tout cas, moi, j'ai ce levier-là qui est qui est plus facile à opérer. Et on est très alignés, donc ça aide, hein, l'alignement, c'est sûr. Après, vous avez une question sur l'hyperinflation. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais c'est un risque. S'il n'y a pas de réglementation, à un moment, si la norme ne vient pas un peu nous back-upper, c'est sûr qu'il va y avoir un problème parce que les entreprises qui se changent, c'est les entreprises qui sont obligées de valoriser. Je ne suis pas contre la valorisation parce que je pense qu'on consomme trop de produits, pas assez cher. Ça, j'en suis persuadée. Et j'en suis persuadée pour tous les niveaux de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pousse les gens à acheter plus, y compris des choses qu'ils jettent, que ce soit dans l'alimentaire. Le gaspillage, il est partout. Donc, arriver aussi à dire moins, mieux, je pense que c'est un truc qui peut être entendable pendant un certain temps, jusqu'à un certain niveau. Et évidemment, si ça continue comme ça, c'est clair qu'il va y avoir un problème. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que même les boîtes qui ne se sont pas transformées ont fait de l'hyperinflation ces dernières années. Donc, en vrai, on n'est pas décroché du prix de nos concurrents aujourd'hui. Et en revanche, on arrive du coup à conserver très bien nos marges. Deuxième truc très important, dans le compte de résultat d'une entreprise, il faut aller chercher tous les trous, comme un gros fromage avec plein de trous. Il y a plein de trous partout dans un PNL. Il y a des dépenses qui sont réitérées d'une année sur l'autre, par exemple. Oui, mais ça, on a toujours investi là-dedans. Vous avez monitoré la performance de cet investissement média Non, mais bon, tu sais, tout est lié. Non, tout n'est pas lié. En fait, maintenant, avec le digital notamment, on a une capacité à monitorer beaucoup mieux la performance de nos investissements. Et en fait, on s'est rendu compte que en enlevant tout le gras, en dépensant moins sur des trucs qui n'étaient pas fondamentalement très utiles, en améliorant, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais beaucoup nos contenus, justement en se mettant sur des contenus qui ne parlent pas de nos produits, mais qui parlent de la vraie vie des parents, en leur donnant des conseils, etc., on s'est rendu compte que les parents étaient beaucoup plus fidèles à la marque, alors qu'on leur parle moins de produits. Donc, on a beaucoup moins besoin d'investir en médias. Cet argent-là, c'est un argent que je ne dépense pas, qui me permet d'améliorer ma marge, sans forcément suraugmenter le prix de mon produit. Donc, il y a des leviers qu'il faut aller chercher et donc calculer plutôt votre marge marketing que votre marge brute, par exemple. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est réellement intéressant parce que d'un coup, vous vous rendez compte que globalement, en tout cas dans tout ce qui est FMCG, enfin toutes les boîtes de biens de consommation, en fait, le gros des dépenses, ce n'est pas tellement le prix du produit. C'est soit le joli emballage, soit la communication pour que les gens aient envie d'acheter. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet qui est de dire si je fais des bons produits, si je fais la bonne communication, si je fidélise les gens parce que je suis une marque qui s'intéresse à eux, normalement, je devrais arriver à mettre plus de valeur dans le prix du produit, ce qui est quand même plus intéressant pour le consommateur que dans l'habillage. Et il y avait une troisième question. Production agricole locale. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi? Oui, comment on accompagne. Vous aviez le tournesol, mais parce que dans l'impact biodive, on pourrait aussi dire que c'est sur la diversité de la... diversité de la sol. On n'en est pas là. Pour l'instant, en fait, ce qui nous intéresse déjà, c'est de voir comment on pourrait avoir des contrats de culture directs qui n'existaient pas avant. Hein. C'est des intermédiaires d'intermédiaires. Donc, on fait ça. On regarde si avec juste un ingrédient, déjà, on arrive à faire. Alors, j'en cite qu'un, c'est le tournesol, mais il y a aussi des plantes invasives en bord de Loire, par exemple, qu'on pourrait aider à prendre. Et donc, du coup, là, vous dépolluez. Tout ça, c'est typiquement de la régénération vraie. Vous dépolluez et vous utilisez ça pour valoriser cette plante invasive et en faire un ingrédient, par exemple. Mais il est clair qu'on commence par apprendre à faire ça. Et là, l'année prochaine, enfin, je dis là, on est en 24 déjà, donc cette année, il y a un plan de formation sur les pratiques agricoles auprès de tous nos acheteurs, parce que c'est eux qui vont devoir être les accompagnateurs de nos fournisseurs d'ingrédients. Et donc, qu'ils soient en capacité de savoir si on les bullshit sur certains sujets, mais aussi juste de pouvoir dire à l'agriculteur, OK, en fait, Bonduelle le fait très bien. Par exemple, on est en lien avec Bonduelle, qui a des contrats de culture avec des agriculteurs du nord de la France, et où, en fait, si l'agriculteur investit, par exemple, sur une modification de sa couverture de sol, etc., le prix que va payer Bonduelle va être plus élevé. Donc, il y a des contrats commerciaux qui permettent réellement d'accompagner vers une pratique agricole plus sécure. On n'en est pas à leur demander de se diversifier en termes de plans de culture. On n'est pas suffisamment en connaissance et en expertise pour le faire. Mais en revanche, déjà, commencer à dire sur ta pratique du tournesol, déjà, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Voilà. Moi, j'avais une autre question.
C'est plus ce métier, c'est sur la coopération sur le vrac, avec du coup des concurrents. Et je rebondis juste sur une chose, c'est que c'est vrai que vous avez dit que là, pendant la crise du Covid, on a vu, moi je le vois comme un accélérateur de potentiellement ce qui peut se passer sur les prochaines années. Oui, et on a vu que du coup la part du solide, elle n'a pas forcément pris une part beaucoup plus grosse, voire même, moi sur mon segment bio, c'est même en forte chute ces dernières années, enfin au moins l'année dernière. Dans quelle mesure, parce que je vois que le mix à 2030, on a 1 du vrac, 2 du solide et 3 les recharges. Est-ce que vous avez une conviction forte sur le recharge, enfin sur quel mix en gros entre les 3 vous voyez et puis est-ce que c'est pas trop risqué justement du coup de miser sur 2 choses sur lesquelles aujourd'hui c'est pas du tout le cœur de votre métier? La recharge, j'y crois beaucoup parce que ça se passe bien. L'éco-recharge, on entend, voilà. Donc le backup, c'est ça, c'est l'éco-recharge. C'est d'ailleurs pour ça qu'on investit fortement sur une ligne éco-recharge interne, parce que au moins ça permet déjà de se dire, je mets les gens en pratique. Ils vont acheter une fois le flacon, on change la taille du flacon. C'est un truc tout con, mais on change la forme du flacon, on gagne déjà 40% de camions en moins sur les routes. C'est juste fou parce qu'en fait, le truc est comme ça, donc on transporte du vide. Donc voilà, maintenant on va faire un truc comme ça et déjà rien que ça. Voilà. Et ça va me permettre de baisser mes frais logistiques. Donc là, je vais gagner un peu de sous, alors que donc c'est pas vrai que tout ce qui est écolo coûte plus d'argent. Parfois, la sobriété, ça paye. Mais donc l'éco-recharge, c'est le plan, on va dire, sûr. Parce que ça y est, c'est en train de prendre, enfin. Mais souvenons-nous, les éco-recharges, les premières, moi j'étais chez L'Oréal, c'est il y a 10 ans et ça ne marchait pas. Donc, moi, je suis persuadée que c'est des cycles longs. Donc là, on est dans un cycle court pourri, je suis d'accord. Le bio baisse, le solide, finalement, ça ne marche pas. Donc j'entends plein de gens dire « Ah, tu vois, finalement, ça ne marche pas. » Mais quand il n'y aura plus d'eau, en fait, il n'y aura plus le choix. Donc là-dessus, je pense qu'il faut essayer de travailler sur des cycles longs. Quand on est une plus petite marque, c'est plus difficile. Produire, vous voulez dire ? Ouais. Mais là, en fait, très concrètement, ça fait 3 étés de suite que la préfecture annonce des coupes d'eau. On a eu des entreprises à côté de chez nous qui ont eu 25 jours d'arrêt d'usine. Pendant tout l'été, 25 jours, c'est énorme. C'est la moitié des 2 mois d'été où ils n'ont plus fait tourner l'usine parce que la préf avait dit « Vous n'avez pas fait d'économie d'eau, je vous coupe l'eau ». Donc, c'est en train d'arriver là, tout de suite maintenant. Nous, comme on avait déjà commencé à baisser notre usage de l'eau, on a eu une demi-journée de coupe. Mais ça ne va faire qu'empirer ça pour le coup. Parce que là, les prévisions pour le coup sur le territoire, c'est je crois 20 à 30% de baisse des cours d'eau dans les 10 ans qui viennent. C'est énorme. Donc, de toute façon, ça, je pense que c'est pas que je crois que les consommateurs vont adorer le solide. Je pense que les consommateurs n'auront plus le choix parce que les entreprises vont être en impossibilité de faire autant de soins avec de l'eau. Ou en tout cas, l'eau va coûter si cher que le calcul qui est fait actuellement entre le solide et le liquide, c'est que le solide est trop cher. C'est souvent ça le problème. Bon, il peut y avoir aussi, ah non, pour mes cheveux, machin. Bon, ok. Mais c'est quand même aussi beaucoup ça. C'est, genre gros flacon versus un petit truc. Ils ont la sensation de se faire avoir. Il y a le plaisir aussi. Oui, il y a le plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, le jour où le truc avec de l'eau va coûter 2 fois plus cher que le solide, il va y avoir quand même, à mon avis, une part non négligeable des consommateurs qui vont aller vers le solide. Mais en attendant, effectivement, moi, je ne choisis pas parce que je ne sais pas lire dans le marc de café. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on travaille sur l'expérimental qui est le vrac, la machine de vrac avec nos concurrents, sur le très industriel, très gros qui est l'éco-recharge, et sur un truc qui est quand même déjà industrialisé, qui est le solide, mais qui pour l'instant est tout petit. Pour autant, il est en vente, il est là et on le pousse. On investit beaucoup plus en communication sur ce produit et on investit 0 sur les produits liquides. Donc voilà, c'est une part de volonté de l'entreprise et donc d'investissement et c'est une part aussi de comment la norme va changer et en attendant, on pousse les deux. Mais c'est plus facile quand on est une grosse boîte. Pimpin, c'est vous ? Ah, trop bien, il faudra qu'on discute. J'ai entendu parler de vous. Est-ce qu'il y a une dernière question rapide ? Tu penses à mon train ? Bah oui, c'est ça. J'ai promis que j'étais la timekeeper du train. Je ne referai plus courir des intervenants. Donc, ce que je vous propose, du coup, déjà, c'est de remercier Sophie. Merci pour votre écoute.